Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode confiné, donc un peu particulier, surtout pour le cinéma. Mais bon, c'est pas ce qui va nous arrêter les potes. Alors, pour nos nouveaux venus, je suis Giggs, comics, manga et ciné viennent égayer mon quotidien, non pas qu'il soit morose, quoique en ce moment prisonnier de nos logements. Et donc j'ai décidé de partager avec vous ces quelques passions par le biais de ce podcast. Et aujourd'hui on va parler de Batman Joker War, de Outsider, de His House. Ensuite, et comme toujours, les sorties, et puis enfin la petite reco qui va bien. J'aime bien commencer en vous remerciant, vous n'y couperez pas. J'ai encore eu des messages super sympas de votre part, ça me touche toujours et ça me fout la patate. Et surtout, un gros merci à monsieur Dirty Barbouze qui m'a invité sur son live Twitch pour parler du podcast. C'était trop cool, poto. J'ai adoré passer par chez toi et toujours une commu de ouf sur cette plateforme. C'est vraiment un plaisir d'être sur Twitch. Donc allez donner de la force à ce jeune homme, Dirty Barbouze, vous serez pas déçus. Évidemment, le lien est dans la description. Bon, on y va mes petits geeks et mes petites geekettes, on commence? Allez, c'est parti, voici le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Alors, comme d'hab, on commence avec le comics, et j'ai lu pas mal de choses ces dernières semaines. Je pense notamment à Lady Mechanica, toujours une bonne lecture, même si j'ai moyennement apprécié le dessin, et surtout le design de la Lady qui diffère vraiment de ce qu'on connaît. Je l'ai pas reconnu, c'est un peu dommage de perdre son esthétique qui perso me plaisait davantage quand c'était encore Joe Benitez et Martin Montiel qui étaient exclusivement sur cette partie. L'arrivée de Brian Ching me perturbe donc un peu, à part ça c'est toujours hyper cool à lire, et je prends masse de plaisir à suivre ces aventure. Puis j'ai surtout lu 2 Batman, qu'il a été très difficile de départager pour en parler ici avec vous. Le premier, c'était Curse of the White Knight, de Sean Murphy, avec sa réécriture très personnelle du héros de Gotham. Et le second, c'était donc Joker War, le tome 1 de James Tynion 4, qui fait suite au Batman Rebirth de Tom King, donc la dernière saga de Batman en 12 tomes chez Urban Comics. Difficile de choisir donc, mais il a fallu les départager, et même si j'ai adoré lire le récit de Sean Murphy, qui a une interprétation bien à lui de l'univers de Batman, qui ne s'embête pas avec ce qu'il aime pas dans les nouvelles représentations qu'on a pu avoir ces dernières années, surtout avec Harley, le Joker et la Bat-Family, j'ai trouvé que Joker War avait plus de choses à proposer puisqu'il s'inscrit dans une continuité quand le White Knight se place plutôt comme une réadaptation, une réécriture complète mais ponctuelle. On va donc y aller avec Joker War, le tome 1, qui est sorti le 18 septembre chez Urban Comics, donc du DC, Batman DC en même temps, je pense que vous le savez tous. C'est écrit par James Tynion 4 pour l'histoire principale, ça fait à peine une dizaine d'années qu'il est dans le paysage du comics, pépère, et il a déjà réalisé un nombre d'œuvres sur Batman qui est assez conséquent. Au dessin, on retrouve un panel assez fourni, et on va surtout noter la présence des talentueux Jorge Jiménez, Guillaume March et surtout Raphaël Albuquerque que j'aime beaucoup, trop peu présent puisqu'il fait seulement le dernier chapitre, mais alors c'est toujours d'une qualité indéniable. Malgré autant d'artistes différents, tout est bien lié et on n'a pas de disparité notable entre les chapitres, et là je parle de l'histoire principale. Alors pourquoi je notifie bien histoire principale? Parce que ce bouquin commence avec 4 prologues, de 4 scénaristes différents et d'autant de dessinateurs, encreurs, coloristes, etc. Et ces 4 parties sont vachement moins uniformes. C'est pas que c'est moins bien, mes loulous. Au contraire, 4 premières parties qui mettent chacune en place un nouveau méchant, pas de premier ordre ces méchants, mais plutôt cool à lire, et ils sont assez hauts en couleur, et c'est pas déplaisant. Et donc ces 4 parties pris complètement différents, et c'est plutôt cool. Bon, l'histoire commence donc après que Bane ait foutu un beau bordel, à Gotham évidemment, et que Bruce a perdu l'un de ses piliers, voire même 2 de ses piliers, et il va devoir faire face à 5 mercenaires, d'où les 4 prologues qui mettent en place les 4 nouveaux, et surtout le plus dangereux d'entre tous, Deathstroke, qu'on n'a pas besoin de présenter si on connaît un peu l'univers du justicier. Pour les autres, Deathstroke, c'est Deadpool, en noir et orange, en malin et en plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Un Deadpool ultra dangereux pour la chauve-souris, quoi. Même s'il y a discussion sur qui a copié l'autre, on pense quand même que Deadpool s'est largement inspiré de Deathstroke, pour rien vous cacher. Et s'il est aux trousses de Batman, ce Deathstroke, c'est que quelqu'un de très puissant a pu s'offrir ses services et représente une menace qu'il va falloir vite découvrir pour la déjouer. Un autre mystérieux vilain fait son apparition sous le nom du Designer et revient à Gotham après plusieurs années, et Catwoman, qui est associée aujourd'hui à Batou, avait trempé dans des affaires plus que louches, la mêlant à cet odieux personnage quand elle était encore du mauvais côté de la force.
cette affaire ressurgit et va entraver les plans de notre héros. Alors vous allez me dire, Joker War, on parle pas du Joker là C'est quoi ce bordel Remboursé Ouh là là, mes amis, du calme, vous énervez pas, on y arrive. Parce que comme si tout ça ne suffisait pas, le Joker est aussi dans la partie, et il est accompagné d'une nouvelle super vilaine qu'on devrait voir de plus en plus dans les parages de Gotham dans les années à venir, à savoir Punchline. C'est pas dit, mais je pense que c'est la petite sœur de Jimmy, pour ceux qu'on la ref. Je fais un clin d'œil. Donc fini Harley Quinn, qui sera aussi présente ici, mais du coup, pas avec le Joker. On a une pléiade de méchants dans ce récit, le pingouin, le sphinx, j'en passe. Et c'est pas si décousu que ça. On pourrait avoir peur que ça parte dans tous les sens, mais franchement, pas du tout. Le scénario est bien ficelé, plus sombre que d'habitude, et n'a pas peur de mettre des vrais bâtons dans les roues de la Batmobile de Bruce. Et certains choix sont radicaux, et ça fait du bien. J'ai eu l'impression de lire un Batman plus mature, une vision plus horrifique que ce qu'on connaissait jusqu'ici, et ça marche à fond. Au niveau des dessins, j'ai adoré. Coucou le scooter. Et surtout, voir que y a quelques flashbacks où les méchants revêtent leurs anciens costumes, ça c'est super cool. On voit donc un Joker jeune, une Catwoman avec les cheveux longs et en violet, ou le Sphinx qui est pas encore abîmé par le poids et les conséquences de ses actes, et ça c'est très très cool. Ça parle à ma nostalgie, sans en faire trop, et sans dénoter du récit actuel. Tous les artistes sont excellents, c'est fin, c'est détaillé, c'est sombre quand il le faut, fouillis quand il le faut, ou encore dynamique quand il le faut. Les looks des nombreux nouveaux sont tous réussis, et clairement Punchline ne peut pas vous laisser indifférent. Elle a un charisme de dingue, de par le scénar, mais surtout par la façon dont George Jiménez l'a dessinée, parce que c'est lui qui l'a créé. Elle est avec le Joker, donc forcément un maquillage un peu excentrique, mais ils en ont pas trop fait non plus, et c'est très cool. Elle a pas le côté bouffonne, Carlet, et tant mieux, parce qu'on voulait pas en avoir une copie. Bref, j'ai vraiment pris du plaisir à lire ce bouquin. Le tome 2 sort en février et j'en peux déjà plus d'attendre, je vais pas vous le cacher. C'est donc sans surprise un 4,5 sur 5 pour ce Joker War qui promet d'emmener Batman dans ses retranchements les plus profonds. On passe au manga. En manga, un livre de Gu Tanabe, que j'aime beaucoup pour avoir réalisé les adaptations de plusieurs récits de Lovecraft. Il est à mon goût. Ah, vous l'avez Gu Tanabe, il est à mon goût. Oh putain, je suis un génie. Donc cette fois-ci, c'est pas Kiyun qui nous offre du Gu Tanabe, c'est Glénat, et ça s'appelle The Outsider. C'est sorti le 4 novembre 2020, et c'est une réédition, puisque Glénat l'avait déjà paru en 2009. C'est un recueil, en fait, de plusieurs histoires courtes, dont 3 adaptations. La première fait partie du catalogue de Lovecraft, justement, et nommée donc The Outsider, et prête son nom au manga. La deuxième, c'est La Maison à Mezzanine, tirée du roman de Tchekhov, et enfin 26 gars et une fille, de la nouvelle de Maxime Gorky. Que je connais pas, Maxime Gorky. Ensuite, on a une création de Gu Tanabe, nommée Juga, en 5 parties. Alors Gu profite en ce moment d'une belle mise en avant par Kiyun, avec les contes de Lovecraft qui sont clairement d'un niveau très très élevé. Je suis vraiment à fond sur ces bouquins, c'est trop bien, et j'en ai déjà parlé ici, donc je vais pas recommencer. Je vous le conseille, foncez sur les adaptations de Lovecraft par Gu Tanabe. C'est donc parce que c'est Gu Tanabe que j'ai lu The Outsider. Et je savais pas avant de l'ouvrir et de préparer ce podcast que c'était une réédition et que c'était surtout ses débuts dans le manga. Ce sont des histoires qui datent de 2004 à 2005 et quand on le sait pas et qu'on connaît son travail récent, ça peut choquer un petit peu. Beaucoup, en fait. On se dit bordel, c'est quoi ce délire? Pourquoi c'est pas aussi pointu que ce que je connais déjà? Et finalement, après on s'aperçoit que ce sont ses débuts et ça prend une autre ampleur. On compare, on voit les efforts qu'il a dû fournir pour en arriver à son niveau actuel, on se rend compte de l'évolution de l'artiste et ça donne une dimension toute différente, presque touchante du coup, comme regarder une VHS de son enfant qui fait ses premiers pas alors qu'aujourd'hui il a 30 ans et qu'on connaît le chemin parcouru entre ces deux moments. En ce qui concerne le contenu, ce qui nous intéresse à la base, toutes les parties ne se valent pas dans ce recueil. Le Lovecraft est très bon sur la mise en scène, un peu hésitant sur le dessin mais efficace. On voit qu'il a bien cerné l'univers de l'auteur et qu'il a dû prendre du plaisir à les retranscrire. C'est un récit horrifique comme on aime, on voit le potentiel qu'il avait à ce moment-là pour raconter des choses sombres et ça commence donc super bien ce bouquin. Puis la deuxième partie arrive, La Maison en Mezzanine. Alors déjà, Tchekhov, pour en avoir lu un peu, c'est chiant. C'est contemplatif pour rien, ça avance pas, bref,
C'est pas du tout un truc qui me hype de base, Tchekhov, mais bon, peut-être que Gu peut me réconcilier avec lui. On est sur un récit bien plus clair, hein, avec beaucoup d'échanges entre les personnages. C'est de la petite politique qui voudrait être intelligente et romantique, mais c'est juste relou. Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est aussi chiant que les romans de Tchekhov. C'est d'autant plus décevant que les dessins sont moches. À ce moment, je pense que Gu savait pas encore travailler la lumière et qu'il avait pas confiance en ses traits. C'est pas franc comme aujourd'hui, et ça saute aux yeux encore plus que dans le premier chapitre avec Lovecraft. Voilà, je m'arrête là, je passe à la troisième partie. Là, c'était vraiment trop lent pour rien du tout. Donc, la troisième partie, les 26 gars et une fille. Alors, je connais pas la nouvelle de Maxime Gorky, mais j'ai peur, hein, vu ce que je viens de subir avec Tchekhov. Mais finalement, on revient là où Gu est le plus à l'aise, dans des scènes ultra darkos, où il utilise des noirs bien profonds, qui font ressortir aussi bien les personnages que les émotions. Ça sent la sueur, quoi. L'atmosphère est bien lourde, comme j'aime. Toujours pas d'évolution sur les traits, mais on comprend qu'il est vraiment plus à l'aise pour coucher sur papier les moments difficiles et pesants. La légèreté et la romance, en gros, c'est pas ses points forts à Gu, hein. J'ai bien envie de lire l'œuvre originale de Maxime Gorky, du coup, parce que je trouve que ça a été plutôt réussi. Je m'éternise pas sur les histoires, parce que c'est tellement des petites histoires que, peu importe ce que je vais dire, ça sera du spoil. Et on termine donc les adaptations là-dessus, donc c'est mitigé pour l'instant. On est grosso merdo sur la moitié du bouquin, et on passe à Juga. Alors, contrairement à ce que je pensais, c'est pas 5 chapitres sur Juga, mais bien 5 histoires du personnage. Juga est un moine de l'ère féodale, et il a la faculté d'emprisonner les démons qui hantent les citoyens grâce à son pinceau démesuré qui diffuse de l'encre un peu partout et scelle les entités dans des parchemins. Le dessin reste moyen, c'est compensé par la dynamique du scénar et par les traits plus vifs que dans ce qu'on a lu juste avant. Là, le côté horrifique et dark de Gu ressort vraiment, pour notre plus grand plaisir, hein, parce que c'est quand même cool, c'est pour ça qu'on l'aime, Gu, en tout cas si on lit ce qu'il fait en ce moment. Enfin ça c'est pour la première partie, parce que après, c'est 4 fois la même histoire, et le moine il débarque, il y a un démon, il jette de l'encre, il le scelle, ça finit bien, fin. Voilà, donc 5 fois la même histoire, avec seulement les protagonistes et du détail insignifiant qui change. Donc c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir plus de profondeur sur ce moine, en apprendre un petit peu plus sur lui, comment il en est arrivé là, pourquoi il fait ça, ses secrets. On est quand même dans le domaine de l'étrange et de l'horreur, donc des secrets il doit en avoir. Peut-être qu'un jour, avec sa maturité actuelle, il reprendra son personnage et nous l'emmènera dans des recoins plus sérieux et compté avec plus de minutie, parce que l'idée était très bonne et prometteuse, mais ça s'écrase aussi vite que ça a décollé, quoi. Alors j'ai pas détesté du tout, j'ai pris du plaisir à lire ce manga, mais parce que je le connaissais déjà, Gu Tanabe, et que j'ai pris ça comme un visionnage de son parcours. Donc si vous le connaissez pas, vous allez vous ennuyer et trouver ça très moyen esthétiquement. Donc je conseille ce manga plutôt aux gens qui sont déjà familiarisés à son univers et curieux de voir les débuts du génie qu'on connaît, parce que c'est vraiment un génie. Donc pour ce manga, je vais mettre 3 sur 5. Voilà, pour ce manga, je vais mettre 3 sur 5. On passe au cinéma, et là... c'est plus compliqué, hein, les cinoches ils sont tous fermés, donc la loose quoi. Je me suis donc rabattu sur la SVOD, je suis pas un grand fanat de ça, clairement, j'aime pas le cinéma en SVOD. J'aime le cinéma, j'aime la salle noire, j'aime être immergé dans le film, le son qui se diffuse partout et surtout pas être chez moi quoi, avec mon frigo à portée de main, mon téléphone et mes mails, Instagram, mes jeux, le frigo, ma copine qui parle ou mes pauses pour faire une pause pipi, ou sinon il y a mon frigo encore, hein. La tentation est bien trop grande, je prends des tonnes de kilos et j'ai plus de mal à rester concentré sur le film, même s'il m'intéresse le film, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors une série ça va, parce que c'est plus court, mais pour les films, c'est quand même pas la même chose qu'au Cinoche. D'ailleurs, j'ai tout de suite arrêté mon abonnement à Disney quand j'ai vu leur intention de ne plus faire de films que sur leur plateforme et de ne plus participer à la vie des cinémas. Le profit de Mulan étant un réel succès, ils voient plus l'intérêt de faire du cinéma pour le cinéma. Donc bravo Disney, belle énergie. Rebonjour le scooter. On pense aux petites salles qui sont bien contentes d'avoir des Disney pour ramener du monde. Non, on n'y pense pas finalement. Parce que oui, le cinéma, au-delà du charme de la salle, c'est aussi une industrie qui fait vivre pas mal de monde, et pas que des Spielberg. Donc si tout le monde se met à penser comme Disney, on aura bientôt plus de cinoches. Voilà. Un cinéma qui ferme, c'est quand même plusieurs emplois supprimés, du guichetier à la confiserie, en passant par le personnel d'entretien ou les projectionnistes, même si le métier a changé, il y en a toujours. Donc ce serait triste, un monde sans salle obscure. Moi j'ai pas envie de voir ça, donc salut Disney, je garde mon pognon
pour acheter des tickets de ciné et je les soutiens comme je peux. C'est déjà assez difficile avec la pandémie. Voilà, c'était le moment coup de gueule de l'émission. Bon, j'ai quand même regardé des films et un s'est démarqué. Il s'agit de His House. Si vous avez lu la description de l'épisode, c'est pas une surprise d'ailleurs. His House, sorti le 30 octobre sur Netflix, c'est un premier film de Rémi Wickes avec Yumi Mosaku qu'on a pu voir dans une série Lovecraft Country, que pas une série dingos et qui devrait pas utiliser le nom Lovecraft, mais ça reste quand même pas mal. Par contre, faut vraiment dissocier Lovecraft de la série. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est juste pour hyper les gens, je pense. Bref, c'est aussi avec Sope Dirisu et Matt Smith 11e du nom. C'est un film anglais de style horrifique et ça met en scène Bol et Rial, un couple soudanais qui fuit les horreurs de la guerre dans leur pays, et ils arrivent en Angleterre et font partie d'un système d'accueil de réfugiés. On leur attribue donc une maison, un logement social, grand mais clairement vétuste, pour pas dire dégueulasse, et on leur fait bien comprendre qu'il est dans leur intérêt de faire profil bas et de s'adapter, ou plutôt de renier leur tradition s'ils veulent rester dans ce pays. Très vite ils se rendent compte que l'appartement, au-delà d'être en totale décrépitude, est habité par une force, malveillante. Mais choisir de retourner d'où ils viennent est peut-être un peu plus effrayant que de vivre dans ce taudis hanté. Alors c'est plein de raccourcis que je fais ce petit pitch, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. C'est un film très surprenant, déjà par ses protagonistes. Ça pourrait être tentant de les comparer à Us ou Get Out, mais ne tombez pas dans ce panneau, ça n'a absolument rien à voir. Là on parle d'un couple qui supportent un énorme bagage, de par leur nationalité, et ce qu'ils ont déjà vécu au Soudan, à savoir une guerre civile. Donc l'horreur, eux, ils connaissent. C'est l'horreur à l'état pur. Donc ils sont très conscients de la chance qu'ils ont, et sont prêts à supporter le regard insistant de leur nouveau voisinage, et à faire un trait sur leur tradition. C'est un film qui parle pas de racisme, ou pas au premier plan, il en a pas la prétention. C'est un film qui traite de la difficulté à s'adapter, surtout quand le contexte fait que tout est contre vous. Alors oui, il y a une scène très forte d'ailleurs, où Rial, la femme, se perd et demande son semin à 3 gosses. Alors je précise qu'ils sont noirs aussi parce que ça a son importance, et eux se moquent d'elle et l'insultent, lui disant de repartir en Afrique, une forme de racisme non pas de couleur, mais bel et bien d'ethnie, et on n'en parle plus après en fait, si ce n'est dans des détails qui sont intéressants, mais on n'en parle plus trop, en tout cas pas en frontal. Donc c'est aussi un film surprenant par la façon de traiter le sujet de la maison hantée, et par l'esthétique qui va avec. C'est pas une maison perdue déjà, elle est pas dans la forêt ou on sait pas où, c'est dans un quartier défavorisé, mais habité, et c'est un grand appartement certes, mais c'est pas une maison. L'entité qui les poursuit a aussi une raison d'être là, et va petit à petit nous emmener à comprendre nos personnages. Ce qui les tracasse n'est peut-être pas aussi facile qu'une simple maison possédée en fait. Ça traite de comment vivre avec ses propres épreuves et comment surmonter tout ça. Alors c'est imagé forcément, mais ça fonctionne. Alors je parlais d'esthétique, il y a des choses très intéressantes justement, comme le fait que les créatures qui les hantent soient clairement inspirées de ce que eux connaissent dans le folklore soudanais. Ça marche pas toujours, mais ça change et ça a le mérite d'avoir été pas trop vu. On a aussi les moments où ils mangent, d'ailleurs ça c'est la vraie horreur, je fais une petite parenthèse. Entendre les bruits de bouche, j'ai failli casser mon écran tellement ça me rend fou, vous pouvez pas savoir, vous savez pas, je pourrais vraiment devenir dingue et violent à cause des bruits de bouche. C'est une maladie tellement ça m'énerve. Bref, quand ils mangent, on a une évolution. C'est les moments où ils partagent, tous les deux. Et à chaque scène de repas, on se rend compte de l'évolution de l'un par rapport à l'autre. On rentre doucement dans la folie. Et c'est ces moments-là qui séparent les visions de la vie du couple entre eux. Alors les couleurs changent. Il y a des idées qui sont très bonnes. Peut-être un peu maladroites parfois. Je pense à la scène de fin qui est un petit peu longue. Et le monstre est vraiment pas réussi, je trouve. J'en dis pas plus. Ça va vraiment plus loin que ça. On parle plus d'un film de traumatisme que d'un film d'horreur. En fait, l'horreur est là pour mettre en évidence le traumatisme. Ils perdent souvent leurs repères par le biais de procédés simples mais hyper efficaces, et c'est plutôt bien foutu. Alors je m'attendais à rien en le voyant ce film, je m'attends jamais à rien avec la VOD, et finalement j'ai eu une bonne surprise. Bon, c'est pas le film du siècle, les potos. C'est même pas le film de l'année d'ailleurs. Mais c'est une bonne découverte, et je vais regarder ce que va proposer ce jeune réalisateur dans le futur.
ça m'intéresse. En plus, les acteurs sont hyper justes, ils en font jamais trop, on arrive à se mettre à leur place, on compatit à leur souffrance. Voilà, je trouve que la photo est très belle aussi d'ailleurs, elle joue parfaitement avec les lumières, chose qui est assez rare, surtout dans un premier film. Alors faut savoir que c'est Joe Williams, hein. C'est quand même le mec qui a fait Red Sparrow ou qui a fait les Hunger Games qui est derrière la photographie, donc c'est pas mal quoi, hein. Réussir à s'entourer de gens comme lui pour un premier film, c'est plutôt cool. Donc c'est un film touchant, plein de surprises, on sursaute, on s'attache, on n'est pas vraiment en tension et les scènes avec les choses dans les murs sont pas très bien menées, mais c'est pas grave, on est quand même pris grâce aux acteurs et on veut comprendre le pourquoi du comment. Voilà, un bon 3,5 sur 5 pour His House. C'était un bon film, je vous le conseille, sur Netflix. On a fini avec le tu sors ou je te sors. On passe donc à la suite avec la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et dans la boîte de chocolat, donc en comics, on va pas tourner autour du pot. J'attends de dingue le nouveau Stranger Things, histoire qui se situe après la 2e saison et se nomme Dans les flammes. Donc c'est le 4e ouvrage qui sort le 19 novembre, toujours chez Mana Books, toujours écrit par Jody Houser, cette fois accompagné de Ryan Kelly au dessin, ancré par Lebeau Underwood. Oui, le mec s'appelle bien Lebeau, je confirme, hein, et ça s'écrit Lebeau, comme on pourrait dire « Oh, le beau garçon de Supplément Geek, comme il est sympa, dis donc !» Donc dans ce... Alors, c'est le 4e ouvrage, mais c'est la 3e histoire réelle, hein, c'est pas un bonus, je reviendrai peut-être après. Donc on revient à Hawkins, et ce coup-ci on va suivre l'histoire de Ricky et Marcy, qui se sont échappés il y a un bon moment des griffes du vilain Dr Brenner, et donc du labo où ils étaient les sujets d'études, études plutôt étranges, hein, et ils aimeraient bien retrouver la paix, ce petit couple, une vie plus normale quoi. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme ils le souhaitent, sinon il n'y a pas d'histoire, et le fameux labo fait la une des journaux à l'échelle nationale. Alors, ça les pousse donc à faire face à leur passé, et ils veulent venir en aide aux autres enfants qui vivaient la même chose qu'eux. Ils apprennent alors que la sœur jumelle de Marcy, 9, vous vous rappelez, hein, Stranger Things, 11, 6, voilà, 6, 9, en français ils vont traduire en 9, hein, c'est une BD, et ben elle est toujours en vie et il va falloir se dépêcher pour la sauver. Alors vous savez que j'avais pas vraiment apprécié le dernier Stranger Things, Zombie Boys, c'était plus un épisode bonus qu'une réelle histoire, je le disais un petit peu avant. Les deux autres qui étaient sortis avant, qui s'appelaient 6 et qui s'appelaient aussi De l'autre côté, m'avaient vraiment plu, ces deux-là. Et je pense qu'on va retrouver quelque chose de plus sérieux avec ce récit. Pour rappel, ce sont tous des one-shots, ils s'inscrivent dans l'univers de la série, mais ils se suivent pas. Donc on peut très bien lire un sans lire les autres. La série est nécessaire par contre, hein, pour comprendre, sinon ça n'a pas de sens, les petits potes. Donc la couve, elle nous prouve aussi que Zombie Boys était un truc bonus, puisque celle-ci reprend les codes des 2 premiers bouquins, à savoir des visages en gros plan et un dégradé du rouge au bleu. Enfin voilà, du coup j'ai hâte de replonger dans cette série Stranger Things. En plus, la série reprend début 2021, donc ça pareil, j'ai bien hâte. Et en attendant, ça va me faire plaisir de retrouver l'ambiance de la série dans ce comics. On passe au manga. Et au manga, c'est chez Delcourt Tonkam, le 25 novembre, va sortir le premier tome du seinen L'homme qui tua Nobunaga, un manga de Kanzaburo Akeshi et dessiné par Yutaka Todo. Alors Oda Nobunaga ne vous est peut-être pas inconnu puisque il est celui qui a réussi à unifier le Japon au XVIe siècle. Alors je vais pas vous faire un cours d'histoire, surtout que sur lui on en aurait des choses à dire, mais en gros quand même, hein, pour recontextualiser. C'était ce qu'on appelle un daimyo, donc un genre de gouverneur de province, et il a passé sa vie à se taper sur les champs de bataille quoi. Et il a pas mal révolutionné la façon de recruter des guerriers, puisque lui ne se basait pas sur les titres, mais bien sur les compétences. Et ça a sûrement fait toute la différence en son temps, puisqu'il a aussi modernisé la façon de voir le commerce et a ouvert des routes pour faciliter les échanges intra- et extraterritoriaux. Enfin bref, ce mec c'était un génie quoi, un visionnaire. Donc ce manga va nous parler de la fin de la vie de Nobunaga, en retraçant les derniers mois de son existence, en parlant de son amitié avec
Yasuke. Donc c'est un nom qui a été donné à cet Africain, puisqu'il est africain, Yasuke, qui s'appelait Yasufe à la base. Et Yasuke, c'est donc le nom qui a été donné par Nobunaga lui-même à ce jeune homme. À la base, d'ailleurs, Yasuke était esclave, et puis après il a été garde du corps du prêtre Alessandro Valigliano. Il lui donna, Alessandro donna son esclave, son garde du corps à Nobunaga. Il est devenu le premier samouraï étranger, et surtout le premier samouraï noir, si ce n'est peut-être même le seul, je sais pas, faudrait peut-être regarder. Enfin, à ma connaissance en tout cas, c'est le seul samouraï noir. Tout ça, ça s'est fait grâce à sa taille, parce qu'il était immense, il faisait environ 1m90, 1m88 je crois, et faut savoir que les japonais à cette époque, la taille moyenne c'était 1m57, hein. Donc c'était un géant par rapport aux autres, c'était vraiment plus grand que le japonais moyen, et surtout Nobunaga s'est attaché à lui grâce à son intelligence, et ça l'a séduit, hein, notre seigneur de guerre, tout ça, qui fera de lui d'ailleurs son beau-fils. Hein. Et donc dans ce manga, on va voir tout ça, et on va aller jusqu'à l'assassinat du daimyo lors de l'incident de Onoji. On est donc sur un récit historique que j'espère cette fois pas trop excentrique, parce que ces personnages ont déjà eu le droit à tous les traitements, sauf celui-là. Au Japon, la série est bouclée déjà, c'est en 8 tomes, alors c'est pas trop long, c'est plutôt cool, moi j'aime pas les séries qui font plus de 20 tomes, ça m'énerve. Déjà au-dessus de 10, à part Promise Neverland et Terraform Mars, j'ai vraiment du mal quand ça dure trop longtemps. Donc là, 8 tomes, c'est très bien, et si vous connaissez pas l'histoire du Japon, alors l'histoire avec un grand H, du coup, et c'est un bon moyen de l'aborder, sûrement moins assommant qu'un cours ou qu'un livre traditionnel, évidemment, s'il n'est pas trop romancé. Hein. En tout cas, je suis bien curieux et j'ai hâte de voir ça. Au cinéma, et les potes, je vous apprends rien, hein. Ils sont fermés, les cinémas. Donc j'attends rien du tout. Je vais voir ce que la SVOD propose, mais le catalogue me hype pas du tout. Alors c'est moche de dire ça, mais c'est souvent des téléfilms hein, que proposent les plateformes SVOD. Et rares sont les péloches intéressantes. Hein. On verra dans 2 semaines si j'ai eu de bonnes surprises ou pas. En attendant, on va passer au partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et dans le partage, confinement oblige, hein, des trucs sur le net, j'en ai vu pas mal, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitch, des séries, j'en ai vu plein. D'ailleurs, j'ai maté la première saison d'American Gods. Il y a trop d'apparitions de ce boob à mon goût, hein, mais ça, mis à part, c'est quand même très cool. Là, je vais lancer la saison 2, je suis vraiment très content d'avoir rattrapé mon retard. Hein. Alors, oui, je suis en retard, mais je me rattrape, les potos. Enfin voilà, du coup, j'ai vu plein de choses d'ailleurs, American Gods. Merci GA, hein, parce que c'est elle qui m'a conseillé de le regarder, même si c'était déjà dans ma liste. Hein. Du coup, j'ai vu plein de choses, et je voulais vous parler ici d'un programme que j'ai trouvé bien cool. C'est une bonne idée, sur Vice TV, donc dispo soit sur le site de Vice, soit sur Canal Play, et ça s'appelle À la bonne étoile. Alors le concept est super cool. C'est une journaliste du nom de Marie Clock qui a décidé de tester les établissements les plus mal notés sur le web. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a le pouvoir de donner son avis et de se prendre pour un expert critique derrière son petit écran. Le problème c'est que parfois certains sont pas vraiment francs du collier ou simplement font pas preuve de beaucoup de recul finalement. Et c'est certainement le problème d'être de plus en plus nombriliste et de pas remettre les choses en perspective. Hein. La société moderne. Oui, je suis un vieux con. Et je dis ça en sachant que je suis content quand on me met 5 étoiles ou quand je reçois vos commentaires. Alors j'ai la chance pour le moment de pas avoir des choses horribles, j'espère que ça va durer. Je croise mes jolis petits doigts. Et le concept de ce podcast aussi, je donne mon avis. À différence de ce qu'on peut voir dans les avis internet, moi j'analyse les choses et le recul, je le prends. Bon, revenons-en à Marie qui regarde donc les commentaires les plus mauvais et décide de tester, voir si c'est vraiment raisonnable les commentaires qu'ils ont eus et s'il y a une raison valable pour que ces personnes soient aussi mal notées. On commence donc avec un salon de coiffure où on trouve des commentaires odieux. À chaque fois, de toute façon, vous allez voir, les commentaires sont odieux. Et elle s'y rend. C'est assez cool de voir que elle est pas rassurée quand même, mais aussi qu'elle fait ça de façon hyper bienveillante. Déjà ça, ils sont pas tombés dans un cliché où ils se moquent, ou voilà, vraiment pas, c'est très bien, très bienveillant, j'adore. Bon, on est quand même d'accord pour dire que c'est pas le salon du siècle, mais on se rend surtout compte que de mettre une étoile, c'était peut-être un petit peu forcé et excessif, quoi. En tout cas, on passe un beau moment avec elle est marrante, Marie, et c'est cool comme concept. Ça permet de remettre à l'esprit que donner son avis, c'est bien, pas que quand il est négatif, parce que c'est souvent le cas quand même. Rares sont ceux qui donnent des avis positifs, en général, quand on fait l'effort
fort de mettre son avis, c'est qu'une raison nous y a poussé, et cette raison, c'est rare qu'elle soit cool. Donc merci Marie de nous remettre sur le droit chemin. Il y a déjà 3 épisodes, enfin, il y a un double et un simple, ça dure environ 20 minutes, c'est facile à regarder, c'est très agréable, c'est sympathique. Bon, on se retrouve quand même avec des gens mystiques parfois, hein, je pense aux mecs avec les chiens, mais finalement c'est quand même pas des gens méchants, et c'est pas des fous, donc voilà, je vous le conseille, regardez à la bonne étoile, c'est dispo depuis le 29 octobre, donc sur Canal Play ou sur Vice TV. Voilà les potes, c'est la fin de cet épisode. Bah oui, toutes les choses ont une fin, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je reviens dans 2 semaines pour continuer de partager avec vous mes passions. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter le podcast sur Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast. Et d'ailleurs, on parlait d'étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours du bien. Le podcast est aussi dispo sur YouTube, un abonnement, un petit pouce en l'air, toujours gentil aussi sur YouTube. Je suis sur Insta, à supplément.geek, où je partage les derniers comics et mangas en photo. C'est aussi là où je suis le plus actif, mes petits geeks et mes petites geekettes. Sinon, sur Twitter, vous pouvez me retrouver à Geek Supplément, tout attaché. Bon les potes, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.